J'ai le plaisir, dans le cadre de l'émission de Bassin Chanel, de vous présenter une émission dédiée à l'opéra, comme un air d'opéra sous-titré « Le bassin luisait d'étoiles ». Je souhaiterais préciser que le concept de celle-ci consistera à proposer en priorité et sans exclusive l'écoute d'interprètes dans des enregistrements souvent anciens, parfois oubliés du répertoire français, italien, voire traditionnel et folklorique de toutes origines. De même, un répertoire dit de musique classique pourra être également présenté. Revenant au concept de l'émission, l'une des particularités consistera parfois à présenter le même air interprété par différents artistes de premier plan, voire de sexes différents, et ce, à différentes époques. La programmation se réserve l'éventualité de donner l'antenne à tout jeune chanteur ou musicien prometteur et reconnu par ses pairs. Puisse cet hommage aux compositeurs, aux artistes, trouver un écho et, si possible, susciter une attention, voire aussi une vocation. Dans le cadre de l'émission Comme un air d'opéra, nous souhaitions faire une émission spéciale sur le Barbier de Séville, qui est programmée dans 2 salles sur le bassin dans les mois à venir. Alors, Rod a préparé comme d'habitude une série d'airs avec différents interprètes, mais il va commencer par nous planter le décor, pour nous raconter l'histoire, les auteurs, afin de pouvoir suivre cette œuvre majeure qui est toujours d'actualité car il parle des prémices de l'émancipation de la femme. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'a présenté Christiane, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler du Barbier de Séville. Il s'agit en fait d'une longue histoire. C'est un opéra bouffe qui a été tiré de la comédie de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 1732-1799. Beaumarchais est considéré comme un des pères fondateurs de la Révolution française. Vous connaissez la phrase « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Le ton est donné. Beaumarchais, personnage flamboyant, fut d'abord un horloger brillant et inventif, sous la houlette de son père, puis se lança dans les affaires. Quand je dis lancer dans les affaires, vous allez voir. Marié et veuf à 2 reprises, il devient un proche de la cour du roi, Louis XV, devenant même un agent de liaison, trouvant son apogée dans la participation de la France dans la guerre d'indépendance des États-Unis, 1776, la déclaration d'indépendance ayant eu lieu le 4 juillet 1776. Enfin, Beaumarchais fut aussi un des pères fondateurs de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, 1777, donc un homme d'affaires avisé. Remarié en 1790, il se rallie aux idées de la Révolution française, tout en poursuivant ses affaires financières, ce qui lui vaudra de risquer l'échafaud qu'il évitera de justesse. Son legs artistique est impressionnant. Le Barbier de Séville, ou La Précaution inutile, comédie en 4 actes, a été édité chez Ruot. La première fut donnée à la Comédie Française en février 1775. C'est donc, d'après cette comédie, qu'en 1816, que Giacochino ou Giovacchino Rossini, il avait 2 prénoms, 1792-1868, sur un livret de Cesare Serbini, 1784-1831, Rome, librettiste de talent italien, qui parlait aussi bien le grec, le latin, l'allemand et le français. Ce librettiste, donc, a aidé Rossini, qui composa la musique du Barbier de Séville, qualifiée d'opéra comique ou d'opéra bouffe, en 2 actes et 4 tableaux, voire en 4 actes. Rossini, italien, est né à Pesaro en 1792, dans les Marches, de parents de conditions modestes mais mélomanes. Il suivra des études musicales à Bologne, chanteur lui-même et violoncelliste. Précoce, prolifique, il commence déjà à composer avant l'âge de 20 ans, rêvant de Mozart et de Haydn.
Il commence à se faire un nom avec de premiers opéras, mais c'est à l'âge de 24 ans qu'on lui propose, en 1816, enfin, de reprendre le livret du Barbier de Beaumarchais, déjà mis en musique par le passé par Paisiello. Beaumarchais reprend tout sous le titre d'Almaviva, qui, après une première contestée, va connaître la gloire, rebaptisant peu après cet opéra du titre original Le Barbier de Séville. Comme nous vous l'avons annoncé, nous allons vous présenter dans le détail l'intrigue. Je précise, doctus cum libro, que mes informations proviennent d'un ouvrage d'Orfeo à Tristan de M. François-René Tranchefort, 1978, édition Le Seuil, édition en 2 volumes, qui lui-même cite ses sources. Dans ces conditions, je vais vous présenter l'intrigue, qui est relativement complexe. Alors, le premier acte. L'action prend place à Séville au XVIIIe siècle. C'est l'histoire du vieux docteur Bartolo qui s'est mis en tête d'épouser sa pupille Rosine. Mais évidemment, Rosine aime le jeune comte Almaviva qui, avec la complicité du barbier Figaro, se présente au fur et à mesure de l'intrigue chez Bartolo sous divers déguisements. Quant à Basile, un personnage un peu suspect, il sert alternativement les intérêts de Bartolo et ceux d'Almaviva. Les 4 scènes ou tableaux se succèdent comme suit. Le premier acte. On est dans une rue devant la maison de Bartolo, puis à son domicile. Almaviva, le ténor que vous entendrez, chante la sérénade sous les fenêtres de Rosine. Le barbier Figaro se met à sa disposition pour faciliter ses projets. Je rappelle qu'elle a une autre destinée selon son tuteur. Le barbier Figaro se met donc à la disposition d'Almaviva pour l'aider à se marier avec Rosine. Rosine apparaît au balcon et laisse tomber un rouleau de musique qui contient un billet. Bartolo, soupçonneux, juge prudent de ne pas perdre de temps et court chez Basile, chargé de tout préparer pour son mariage. Cependant, le comte et Figaro se proposent par un stratagème de pénétrer chez Bartolo. Rosine écrit une lettre à Almaviva que Figaro récupère. Arrive Basile, le personnage intrigant, qui révèle à Bartolo la présence du comte Almaviva à Séville et lui suggère un peu de calomnie. Vous entendrez l'air, 3 versions différentes. Cette calomnie pourrait éloigner l'importun Almaviva. Bartolo interroge alors sa pupille qui se dérobe adroitement. Apparaît Almaviva, déguisé en soldat, il est ivre, et met la patience du tuteur à rude épreuve. L'acte se termine par un sextuor, l'un des plus endiablés et des plus célèbres de tout le théâtre lyrique. Nous voici maintenant au second acte. À présent, Almaviva se présente sous les habits d'un maître-chant. Dès qu'elle a reconnu son professeur, Rosine accepte de montrer sa virtuosité vocale. La nuit suivante, un orage éclate, pendant lequel Figaro et Almaviva se glissent par une fenêtre. Cependant, Bartolo envoie chercher un notaire. Lorsque le comte se présente, Rosine, abusée par son tuteur, l'accable de reproches. Mais bientôt, Almaviva révèle son identité et comme Basile arrive avec le notaire, eh bien les 2 jeunes gens sont mariés sur le champ. Quand Bartolo apprend qu'Almaviva lui abandonne la dot de Rosine, eh bien, il se résigne philosophiquement. Eh bien, enfin, dans une seconde partie, nous allons écouter différents airs. Nous allons commencer par l'air du ténor, Almaviva donc. C'est un rôle écrit pour un ténor dit de grâce, ténor de grâce, ou ténor léger. En l'occurrence, les 3 interprètes que vous allez écouter sont des dignes représentants du bel canto. Ils vont interpréter la fameuse sérénade du comte Almaviva, Eco ridente in cielo,
Nous entendrons donc successivement 3 ténors. Je vais vous parler du premier. Il s'agit d'un ténor péruvien né en 1927, toujours en vie, Luis Alva. À l'époque de sa gloire, on le présentait comme le ténor Luigi Alva, pour faire plus italien. En fait, il est bien péruvien, de retour dans son pays, et nous le saluons. Il est né Luis Ernesto Alva Italiero. Il enregistra un barbier d'anthologie avec Calas. Quand je salue un artiste, je précise donc qu'il est supposé être toujours de ce monde, mais retiré des scènes lyriques. Donc Luigi Alva, dit Luis Alva, va nous interpréter la sérénade du conte Almaviva, première version. Vieni
Eh bien, après avoir écouté Luigi Alva, nous allons écouter une seconde interprétation par Nicola Monti. C'est un ténor italien, né en 1920, mort en 1993. Ce ténor connut sa gloire dans les années 50 et il fut également partenaire de Callas. Il nous livre une très belle interprétation de la sérénade. Pour terminer dans le registre des ténors de Grasse, la troisième et dernière interprétation par le ténor Ferruccio Tagliavini, un Italien encore, né en 1913 et décédé en 1995. Il s'agit là encore d'un magnifique ténor de Grasse que l'on a comparé à l'époque à Gigli et Tito Schipa, qui aurait pu être
le successeur, toute proportion gardée néanmoins. Donc à vous, Ferruccio, dans l'interprétation de la sérénade. Merci.
écouter deux grands barytons dans l'interprétation du célèbre air, le Largo al Factotum, chanté donc par Figaro. Nous entendrons successivement le grand baryton Tita Ruffo, italien, né en 1877, décédé en 1953. On ne présente plus Tita Ruffo, sa voix de Lyon a fait les beaux jours du Metropolitan de New York, où il a enregistré de nombreux duos avec Enrico Caruso dans la période 1910-1920. Nous entendrons par la suite Tito Gobbi, mais tout d'abord la première interprétation du Largo al Factotum par Tita Ruffo, un des plus grands, si ce n'est le plus grand baryton. Largo al factotum della città, largo, la 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 la, presta bottega che l'alba già presto, la 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 la. Oh, che belle vivere, che bella piacere, che bella piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissima per verità, fortunatissima per verità, la 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 la. Pronta fa tutta la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta, miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Ra la 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 la. E raso gli pettini, lanciate forbiti al mio comando, tutto qui sta. Lanciate pettini, lanciate forbiti al mio comando, tutto qui sta. Bella risorsa, e poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, col tralalalallero, col cavaliere, col tralalalalalalala. Oh, che bella vivere, che bella piacere, che bella piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchie fanciulle, fa la parrucca, e presso la barba, e fa la sanguigna, e presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, fa la parrucca, presso la barba, presso il biglietto, e Figaro, 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 e Figaro, 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 Figaro. Oimè, oimè, e furia, oimè, e folla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Ehi, Figaro, e son qua, Figaro, e son qua, e Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, pronto prontissimo, son quel fulmi, sono il passato dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità, con il patatul della città, con il patatul della città, della città, della città, della città.
Donc nous allons écouter la seconde et dernière interprétation du Largo al factotum de Figaro par le grand baryton plus proche de nous, Tito Gobbi, né en 1913, décédé en 1984. C'est un baryton italien. Il a obtenu en 1937 le premier prix de l'école de la Scala de Milan et il a commencé à interpréter le rôle de Figaro, pour lequel il était très célèbre, en 1948. Sa carrière internationale, il a chanté avec Callas, un superbe disque enregistré en 1958. Sa carrière internationale se déroule essentiellement de 1954 à 1973. Il a donc fait un Tosca avec Callas, le rôle de Scarpia bien sûr. Il a fait une immense carrière et c'est un très 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 grand baryton reconnu par le monde lyrique. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro
fortuna, non mancherà. Solo il fattato della città, solo il fattato della città, della città, della città, della città. Bien, après avoir écouté les interprétations par les ténors, puis les barytons, place aux basses. Nous allons à nouveau entendre trois interprétations de l'ère de la calomnie par trois basses remarquables. À tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par une interprétation par le grand Féodor Ivanovitch Chaliapine, 1873-1938, originaire du Kazan. Un russe est décédé à Paris. C'est un contemporain parfait d'Enrico Caruso, sauf qu'il est décédé 17 ans plus tard. Il est célèbre, Chaliapine, pour son interprétation de Boris Goudonov et de Don Quichotte au cinéma. C'était un géant, au propre et au figuré, à la voix de basse, dite basse chantante. Pour l'anecdote, chère à Christiane, vous pouvez voir son fils dans le film de Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose, où il joue Jorge de Burgos, ce moine aveugle que vous reconnaîtrez à sa description. Pour la petite histoire, et encore une anecdote, chère à notre amie Christiane, une de ses filles a été Miss Russie, et sans piston du tout, il suffit de la voir. Elle a d'ailleurs fait la première page de l'illustration en France. Bref, Chaliapine, Caruso et Ruffo que vous avez entendus sont les trois grands du début du XXe siècle. Il s'agissait d'un trio magique. Donc à vous, monsieur Chaliapine, basse chantante.
Sotto il pubblico flagello per gran forte va crepar. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepa. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepa. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepa. Si va crepa, si va crepa, si va Seconde interprétation plus proche de nous par la grande basse italienne Ezio Pinza, 1892-1957, décédé aux USA. Très grande carrière, notamment sur les planches un peu partout en Amérique et en Europe. On peut considérer, il est décédé en 1957, que sa fin de carrière se situe vers 1948, où il a commencé à tourner pour Hollywood quelques films où il interprétait des chansons, on dirait, de variété. Par contre, l'Ezio Pinza qui nous intéresse, c'est celui qui a régné sur les planches, notamment dans le rôle du Barbier de Séville, un des plus difficiles à chanter. On l'a retrouvé dans les années 40 sur la Scala et au Metropolitan de New York. Il va nous interpréter donc l'air de la calomnie de Basile, seconde interprétation. Fa gonfiar. Dalla bocca fuori il senno, lo schiamazzo va crescendo, e ne porta poco a poco. Vola già di loco in loco, sempre in volo la tempesta che ne encende la foresta, ma fischiando, brontolando e ti fanno sorgelar. Alla fin la botti scoppia, si propaga e si raddoppia e produce un'esplosione come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremor temporale, un tremor temporale, un tremor temporale che fa l'aria di mar, un tremor temporale, un tremor temporale, un tremor temporale che fa l'aria di mar. E il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per canzone fa crepare. Il meschino calunniato
calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar. Si fa crepar, si fa crepar, si fa crepar. Alors, pour terminer l'air de la calomnie chantée par une basse, je vous propose une interprétation remarquable de Marcel Journet. Marcel Journet, français, né en 1868 et décédé en 1933, 65 ans, donc il est originaire de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Marcel Journet, né Hippolyte Jules Journet. Il a fait le Conservatoire de Paris en 1893 et de 1894 à 1900, il a parfait son éducation en tant que chanteur d'opéra. Il est passé notamment, et on l'a remarqué, au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles, au Covent Garden de Londres et à l'Opéra de Monte-Carlo, où passaient à l'époque tous les grands, je cite Chaliapine qu'on a entendu, Caruso et Nelly Melba. Il a été repéré très rapidement à 32 ans par le patron du Metropolitan de New York, tout comme Caruso en 1903. Le patron du Met, Maurice Gros, le signe en 1900. Cependant, Marcel Journet était un personnage très libre, très sérieux, un grand chanteur, mais très libre, donc il ne s'est pas complètement inféodé au Metropolitan, et il est resté très attaché à l'Europe, où finalement il retournait dans différents théâtres. Il a été marié 2 fois, et pour la petite anecdote, son fils fit une carrière au cinéma comme celui de Chaliapine. On ne peut pas dire que Journet était un rival de Chaliapine, mais néanmoins c'était une compétition qui favorisait au contraire la qualité du chant. Dalla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già da illoco, sembra suono la tempesta che nel sede la foresta, ti stiamo brontolando e ti parto ronfilar, alla fin tra bocca scoppia, si propaga, si raddoppia, a voce l'esplosione. Come una colpa di canone, come una colpa di canone, un tremoto temporale che fa l'aria rimbombare.
Sotto il pubblico flagello per non sorte da crepar, sotto il pubblico flagello per non sorte da crepar, se va crepar, se va crepar, se va crepar. Oui, nous allons donc terminer par mesdames Amélita Galli-Gursi et la Calas dans l'interprétation de l'air de Rosine. Alors Rosine, la pupille de Bartolo, est un rôle écrit pour une mezzo-soprane coloratour, mais peut être également distribué à un soprane léger. La tendance actuelle est à la reprise de l'emploi original. Bien, alors, nous allons entendre Una voce poco fa, première interprétation par une grande artiste, l'italienne Amelita Galli Cursi, Cursi par mariage, qui était considérée comme une des plus douées de sa génération. Elle est née en 1882 et décédée en 1963. C'était une soprane aux aigus vertigineux que vous pouvez retrouver dans l'air des clochettes que nous avions entendu par Maddy Mesplé dans une émission précédente. Amelita Galli-Cursi a donc fait une très grande carrière aux USA. Grande carrière veut dire en Amérique beaucoup de disques. Elle a connu hélas prématurément des problèmes de santé et a dû interrompre ses premiers rôles. Elle a fait carrière également en Amérique du Sud. Sa dernière prestation date de 1930, justement dans le rôle de Rosine du Barbier. Et elle a vécu néanmoins 30 ans, malheureusement, retirée des grandes scènes. Je vous l'ai dit, il faut l'entendre dans l'Acmé, l'air des clochettes. Nous entendrons la Calas, que je ne présente plus, dans la même version, mais bien des années plus tard.
alla fin secchi dell'ore del fai resterò
En finale de cette émission dédiée au Barbier de Séville, je voudrais vous présenter un modeste et tout petit éclairage sur l'étendue de la voix humaine, de la voix de basse à la voix la plus haute, celle de soprane. La voix humaine se caractérise par sa fréquence, son registre, le timbre et sa puissance. Pour ce faire, nous allons vous présenter deux airs. Le premier est un air de Paul Aumonier, né en 1872 et mort en 1944. Il est considéré comme la basse profonde, dite basse noble, la plus importante du début du XXe siècle. Donc c'est une rareté, cet enregistrement de Paul Aumonier. Et à l'inverse, dans la gamme des hautes fréquences, nous entendrons la célèbre soprane Madeleine Robin, née en 1918 et décédée prématurément en 1960, qui atteignait le Ré 6 pour les spécialistes. Donc l'intérêt de ce petit éclairage, c'est vous faire découvrir donc le registre des hommes qui va de la basse profonde au baryton, au ténor et aux hautes contres, et à celui des femmes qui débutent par les contraltos, les mezzo-sopranes et les sopranes. Voilà, en vous remerciant de nous avoir écoutés et à bientôt. No
rêvant des lauriers roses, rêvant de douces choses. Elle passe sans bruit et riante à la nuit. Là-bas dans la forêt plus sombre, quel est ce voyageur perdu? Autour de lui, des yeux brillent dans l'ombre. Il marche encore au hasard éperdu. Les femmes rugissent de joie, ils vont se jeter sur leur bras. La jeune fille accourt et brave leur fureur. Elle a dans sa main la baguette où tinte la clochette, où tinte la clochette des charmes. L'étranger la regarde, elle reste éblouie. Il est plus beau que les rajas, il rougira s'il sait qu'il doit la vie à la fille des parias. Mais lui, en dormant dans un rêve, jusque dans le ciel il l'enlève, en lui disant ta place est là, c'était Vishnu, fils de Brahma. Depuis ce jour, au fond des bois, le voyageur entend parfois le bruit léger de la baguette où tinte la clochette.